suis Éric Mignoret, je suis journaliste depuis maintenant une quinzaine d'années. Je suis actuellement rédacteur en chef adjoint de Réponse à tout, après avoir fait plusieurs journaux et plusieurs piges dans différents journaux. Et je suis évidemment un passionné de sport depuis très longtemps, depuis ma plus tendre enfance. L'idée de départ sur les Jeux Olympiques, c'était d'écrire un livre qui retracerait l'histoire des Jeux Olympiques, je dirais, par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas voulu faire, le énième livre sur les Jeux Olympiques en traitant des stars, etc. On a voulu simplement retracer toute l'histoire des Jeux Olympiques, par les anecdotes, par le point de vue historique, parfois le point de vue sociologique, avec des points de vue, et en essayant toujours d'avoir en tête de ressortir des personnalités qui sortaient un peu des sentiers battus. Pour ça, pour nous et pour les bouquins qui sont dans cette collection, c'est très important. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. C'est vrai que pour la Coupe du Monde, c'est donc près de la première Coupe du Monde se déroule en 1930 en Uruguay. Aujourd'hui, la Coupe du Monde FIFA World Cup, puisque c'est le nom officiel, totalement marketé, est vraiment extrêmement différente de ce qui se passait pendant les premières Coupes du Monde. Donc effectivement, au niveau documentaire, il y a une richesse très importante. Je dirais pas vraiment sur les premières Coupes du Monde, notamment la première Coupe du Monde en Uruguay en 1930, où il y a très peu de traces dans les journaux français de l'époque. Je crois que de mémoire, il y avait simplement un journaliste français qui suivait la Coupe du Monde en Uruguay. Donc pour la Coupe du Monde en Uruguay, si en épluchant ce que j'ai fait donc à la BNF, les quotidiens de l'époque, on ne retrouve pas de traces, je dirais, de reportage. Il y a des échos, on donne les scores, mais pas vraiment de traces parce que tout simplement pas d'envoyés spéciaux. Ensuite, évidemment, ça change un petit peu, et là, je crois que la grande révolution, c'est vraiment après la guerre, où notamment avec les premières retransmissions télévisées, les premiers envoyés spéciaux radio, notamment en 1954 en Suisse, et là vraiment on a une profusion de documents, soit radiophoniques, soit télévisés, qui sont intéressants à éplucher. Je ne sais pas si c'est ma formation d'historien qui me fait mieux aimer le passé que le présent. En tout cas, je suis toujours enclin à regarder ce qui s'est passé aux origines d'une Coupe du Monde, ou quand elle n'était pas encore constituée, ce qu'elle est devenue maintenant. C'est vrai que récemment, très honnêtement, il n'y a pas de personnages de footballeurs qui ont participé à la Coupe du Monde qui m'ont comment dirais-je, encouragé à écrire sur eux. Ce qui est vraiment pas du tout le cas du début de la Coupe du Monde et jusque, disons, dans les années 70, où il y a encore vraiment des histoires prégnantes. Je pense notamment à Matthias Sindelar, donc, qui est un joueur autrichien qui a joué donc, dans les années 30, et qui est sans doute le meilleur joueur de l'époque, et qui a une trajectoire tout à fait particulière, puisqu'il participe donc aux deux premières Coupes du Monde, en 1930 et en 1934. À l'époque, l'équipe autrichienne domine le football européen. On ne peut pas dire réellement qu'il domine le football mondial, puisqu'il n'y avait pas encore vraiment de confrontation entre toutes ces équipes, ce qui est maintenant courant. On fait des matchs amicaux entre des équipes européennes et des équipes d'Amérique du Sud. Là, ce n'était pas le cas. Le seul rendez-vous, c'était les Jeux Olympiques avant la Coupe du Monde. Et donc Matthias Sindelar est très intéressant parce que c'est une forme de romantisme où voilà, il est donc en 1934 l'un des meilleurs joueurs du monde. L'équipe autrichienne se fait éliminer en demi-finale face à l'Italie. L'Italie de Mussolini, l'Italie qui voulait absolument remporter le titre mondial à domicile. Donc c'est clair que c'est une Coupe du Monde totalement truquée,
L'Autriche, en demi-finale face à l'Italie, se fait refuser quelques buts. L'Italie marque sur un hors-jeu. Donc voilà, Mussolini avait décidé de gagner la Coupe du Monde et il l'a gagné. Donc je dirais qu'entre guillemets, le fascisme a vaincu aussi sur le terrain de foot, puisqu'il ne s'était pas caché que pour lui, la Coupe du Monde de 1934 était une formidable vitrine pour la propagande fasciste. Et ensuite, en 1938, donc la Coupe du Monde est organisée en France. Sindelar est un peu vieillissant, mais il est toujours un joueur exceptionnel. Et l'équipe d'Autriche est donc qualifiée pour la Coupe du Monde en France en 1938. Et quelques mois avant la compétition, l'Allemagne annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss. Donc voilà, l'Autriche disparaît et par de la même, évidemment, l'équipe de foot autrichienne devient l'équipe d'Allemagne. Donc Sindelar refuse d'intégrer la nouvelle équipe et donc il ne participe pas à la Coupe du Monde en France et donc il ne sera jamais champion du monde. En avril 1958, on dispute les derniers matchs du championnat de France et il y a un jeune attaquant donc, qui s'appelle Rachid Mekloufi qui joue à Saint-Étienne et qui est sans doute le meilleur attaquant de l'époque, qui est totalement adulé à Saint-Étienne. Mekloufi est né à Sétif. Il arrive à l'âge de 18 ans à Saint-Étienne. Et donc 58, évidemment, c'est la guerre d'Algérie, qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie, mais c'était la guerre d'Algérie. Et donc Mekloufi, 1958, il fait partie de l'équipe de France. Il s'apprête d'ailleurs à participer à un stage de préparation pour la Coupe du Monde en Suède. Et il est repéré et abordé par deux hommes du FLN qu'il connaît bien et qui lui disent il faut partir. Donc Mekloufi les suit et finalement en les suivant il se rend donc à Tunis clandestinement pour rejoindre ce qu'on a appelé l'équipe du FLN. Donc c'est un acte éminemment politique et qui a fait d'ailleurs grand bruit à l'époque. Je pense que ça a contribué à faire prendre conscience à la population et aux médias notamment qu'il y avait une guerre en Algérie. Et voilà, c'était sa manière à lui, je pense, de mettre un coup de projecteur sur cette situation. Il est resté donc pendant 4 ans dans cette équipe. Ils ont fait un petit peu le tour du monde. Évidemment, il ne pouvait pas jouer ni contre les équipes européennes, donc il jouait contre les équipes des pays de l'Est. Et ensuite, en 62, quand la guerre s'est terminée, ce qui est aussi une belle histoire, entre guillemets, parce que Mekloufi revient à Saint-Étienne et il est totalement ovationné par le public. Et c'est vrai que quand il en parle, il a à la fois l'amour de son pays, donc qui est l'Algérie, et il a aussi l'amour d'un maillot et d'une ville et d'un public qui est le public stéphanois qu'il n'a jamais oublié.